Le magnétisme d'antan. L'imposition des mains a toujours existé. Un tableau de l'Égypte ancienne montre une des grandes divinités projetant sur la nuque du pharaon le fluide qui lui donne la vie, la santé et la force. Un papyrus découvert dans les ruines de Thèbes dévoilait déjà la formule de base de la guérison magnétique. Posez votre main sur le patient pour calmer sa douleur et demandez à ce que la douleur cesse. Pline, l'Ancien, a rapporté que certains hommes avaient la vertu médicale dans certaines parties du corps. À l'époque de la Grèce antique, Homère se réfère à certains hommes qui étaient tels des médecins, ce qui implique la croyance en l'existence d'une propension inhérente à certaines personnes pour la guérison des malades. L'imposition des mains a toujours existé, mais c'est avec Jésus que ce phénomène s'est manifesté dans toute sa magnitude, inspirant à ses disciples le vœu de poursuivre son œuvre de consolateur. Jésus reste notre source d'inspiration pour ce traitement majeur. Pour aller plus loin. 1. Le papyrus Ebers. En 1862, l'égyptologue Ebers a découvert dans les ruines de Thèbes un papyrus qui a été rédigé sous le règne d'Amenophis Ier, en moins 1500 avant Jésus-Christ, et sur lequel on peut lire « Pose ta main sur la douleur et dis que la douleur s'en aille ». 2. Le papyrus de Enmoser. Selon ce papyrus, le magnétisme était régulièrement pratiqué dans les temples d'Isis, d'Osiris et de Sérapis. 3. Le livre des morts. Dans le livre des morts des anciens Égyptiens, on y trouve cette phrase « Je place mes mains sur toi, Osiris, pour ton bien, pour te faire vivre ». Au sein des temples égyptiens, le prêtre imposait ses mains et guérissait. La main gauche étant tournée vers le ciel afin de recevoir l'énergie cosmique dite universelle et la main droite vers le malade afin de lui transmettre cette énergie offerte. 4. La Bible. Ce manuscrit fait part de la guérison par les mains, entre autres de Jésus. L'Évangile selon Matthieu, il lui toucha donc la main et la fièvre le quitta. L'Évangile selon Matthieu, il leur toucha les yeux et leurs yeux reçurent la vue. L'Évangile selon Luc, posant ses mains sur chacun d'eux, il les guérissait. L'Évangile selon Marc, ils imposeront leurs mains aux malades et les malades seront guéris. L'Évangile selon Marc, allez dans le monde entier, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. Bien que les guérisons du Christ soient inaccessibles à notre stade actuel d'évolution, Jésus reste notre source d'inspiration pour ce traitement majeur. Ses mains de lumière, en transmettant de l'énergie sublime aux malades, constituent le prototype, le modèle à suivre en tout temps. 5. Les Romains. Vespasien. Célèbre empereur romain, Vespasien était doué d'une puissance magnétique incontestable. De son véritable nom, Titus Flavius Vespasianus, il régna de 69 à 79, année de sa mort. Vespasien se servait couramment de son pouvoir pour soulager et guérir ses sujets. Un auteur romain du nom de Tacite rapporte la guérison par l'empereur de 2 hommes, l'un presque aveugle et l'autre paralysé d'une main, devant une foule de personnes, dont des médecins. 6.
Galien. Également empereur romain, il agissait sur certaines maladies à l'aide de passes magnétiques. Il fut accusé de sorcellerie et dut par conséquent quitter Rome. Galien, tout comme Hippocrate, confiait que la médecine qu'ils utilisaient leur était transmise en état de sommeil. 7. Franz Anton Mesmer. L'utilisation du magnétisme dans notre époque contemporaine provient des expériences au XVIIe siècle de Franz Anton Mesmer, 1734-1815, un médecin badois allemand. En 1777, il quitte Vienne après avoir tenté de traiter la cécité de Maria Theresia von Paradis, une musicienne de 18 ans, aveugle depuis l'âge de 4 ans. Les soins de Mesmer parvinrent à rétablir partiellement sa vie, ce dont les parents lui furent d'abord fort reconnaissants, avant que le père de la jeune musicienne, qui tenait à conserver la pension d'invalidité de sa fille, n'insiste pour que Mesmer cesse de la traiter. Des échanges acrimonieux s'ensuivirent et la vision de la patiente se détériora de nouveau. Pour éviter un scandale, Mesmer part s'installer à Paris l'année suivante. Cette énergie permettant de guérir des personnes a commencé à devenir accessible au grand public dès son arrivée en 1778 à Paris, où sa clientèle s'est rapidement accrue. Cet homme, fondateur de la théorie du magnétisme animal, aussi connu sous le nom de mesmérisme, eut, de par ses trouvailles, un impact important sur le développement de la médecine, de la psychologie et de la parapsychologie. Les représentants de la médecine magnétique du XVIIe siècle, qui se présentent comme un courant de sagesse médicale, ont pour la plupart subi l'ascendant des pères fondateurs du courant de la magie naturelle, tels le médecin suisse Paracels, Marcille Ficin, Roger Bacon ou Pietro Pomponasi. Ils présentent la santé comme un état d'harmonie entre le microcosme individuel et le macrocosme céleste, contenant des fluides, des aimants et des influences occultes de toutes sortes. Pour Paracels, la puissance interne de l'âme peut se déployer à l'extérieur de l'organisme, qu'elle anime et agir sur le corps, la volonté et les représentations d'autrui. Pour lui, l'imagination est la force magique par excellence, qui représente ce pouvoir d'agir sur autrui. Le 27 mai 1775, il se montre capable de provoquer chez les malades l'apparition et la disparition de divers symptômes sans utiliser l'exorcisme. Le lendemain, en présence de la cour et de l'Académie, il déclare que Gassner guérissait ses malades par le magnétisme animal sans s'en rendre compte. Selon cette perspective, on peut considérer la relation entre le magnétiseur et le magnétisé comme la sécularisation de la relation qui existait entre l'exorciste et le possédé. À partir de 1779, retiré dans le village de Créteil, il publie son mémoire sur la découverte du magnétisme animal avec le soutien de son premier converti important, le médecin Charles Deslon. Les thèses principales de ce mémoire sont les suivantes. Un fluide physique subtil emplit l'univers, servant d'intermédiaire entre l'homme, la terre et les corps célestes, et entre les hommes eux-mêmes. La maladie résulte d'une mauvaise répartition de ce fluide dans le corps humain et la guérison revient à restaurer cet état perdu. Grâce à des techniques, ce fluide est susceptible d'être canalisé, emmagasiné et transmis à d'autres personnes, provoquant des crises chez les malades pour les guérir. Selon Mesmer,
Le magnétisme animal est la capacité de tout homme à guérir son prochain grâce au fluide naturel que le magnétiseur serait capable d'accumuler et de retransmettre grâce à des passes dites passes mesmériennes sur tout le corps. Le magnétisme animal est aussi pour Mesmer une théorie unitaire permettant de décrire l'intrication de l'homme et de l'univers. Pour Nicolas Bergas et Jean-Pierre Brissot, le fluide magnétique par lequel Mesmer explique l'action magnétique affecte tous les hommes et manifeste leur égalité essentielle au-delà des distinctions sociales. Or, à cette époque, on reconnaît au seul roi le pouvoir de guérir les malades par le toucher. Ce pouvoir du roi de France à guérir les personnes souffrant des écrouelles est reconnu depuis le XIe siècle et confirme le droit divin dont procède la charge du monarque. Ainsi, le magnétisme représente-t-il une pratique lourde de menace pour l'ordre politique de l'époque. 8. Le spiritisme. Selon le spiritisme, lorsque le magnétiseur impose ses mains sur le malade, dans une attitude de prière et de confiance en la puissance divine, il canalise vers le receveur de puissantes énergies qui pourront promouvoir sa guérison. Il exerce donc sur le malade une action magnétique spécifique. L'action magnétique peut se produire de plusieurs manières. Premièrement, par le fluide même du magnétiseur. C'est le magnétisme proprement dit ou magnétisme humain dont l'action est subordonnée à la puissance et surtout à la qualité du fluide. 2. Par le fluide des esprits qui agissent directement et sans intermédiaire sur un incarné. 3. Par le fluide projeté par les esprits sur le magnétiseur et auquel celui-ci sert de conducteur. C'est le magnétisme mixte, semi-spirituel ou humano-spirituel. Le fluide spirituel combiné par le fluide humain donne à ce dernier les qualités qui lui manquent. 9. Le Reiki. À la fin du XIXe siècle, émerge au Japon une thérapie qui fait également appel à l'imposition des mains, le Reiki. Le docteur Mikao Usui étant le fondateur de cette méthode naturelle, il fonde sur l'antique notion du Ki ou l'énergie universelle. À compter des années 1970, des maîtres occidentaux vont se former à cette pratique afin de l'exporter en Europe et aux États-Unis. 10. Le magnétisme pratiqué dans le monde entier. En 1972, Dora Kunz, médecin guérisseuse, et Dolores Krieger, infirmière et professeure à l'Université de New York, vont élaborer une technique globale de soins basée sur d'anciennes pratiques de guérison, comme celle de l'imposition des mains, le toucher thérapeutique. Elle collabore avec des médecins spécialistes et des chercheurs. Il y a également Barbara Ann Brennan, née le 19 février 1939, qui est une autrice américaine, physicienne de formation. Après avoir été employée à la NASA, elle s'est orientée dans les années 70 vers la spiritualité et a créé un enseignement de soins holistiques manuels. Elle est l'auteure des best-sellers Le pouvoir bénéfique des mains, vendu à 1 million d'exemplaires et traduit en 22 langues, et Guérir par la lumière, entre autres. Je vous conseille de les lire. Aujourd'hui, le magnétisme est enseigné et pratiqué à travers le monde et il est même approuvé dans certains hôpitaux. Vous souhaitez vous former, n'hésitez pas à nous contacter. Sébastien Estevez, le fondateur du magnétisme à la fluidothérapie CETA, pourra vous former sur différents modules sur cette thérapie magnifique qu'est le magnétisme. À très bientôt.